Bonjour à tous, je suis Arsène Mula et bienvenue sur la chaîne Le Marketing Autrement. En passant par les influenceurs, le contenu n'est plus publicitaire, mais c'est considéré comme un contenu éditorial, un contenu serviciel qui apporte de la valeur ajoutée aux followers qui, du coup, s'affectionnent et qui suivent les recommandations d'achat des influenceurs. Ici, pas de blabla, pas de théorie difficile à mettre en place. Nous parlons concrètement de réussite marketing et nous vous dévoilons comment les mettre en place pour votre entreprise. Alors sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis accompagné de Aurora Davolibet et on va vous parler de stratégie influence marketing. Pour commencer, Aurora, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Pour commencer, je vais te laisser te présenter. Alors, moi, c'est Aurora Davolibet. Je suis professeure d'influence marketing au MBA dans d'autres écoles parisiennes de commerce. Et je suis aussi spécialiste d'influence marketing. J'ai développé pour une agence qui s'appelle le Reach. C'est une agence d'influence marketing, la filiale espagnole, l'année dernière. Et en parallèle, je sors des nombreuses années dans le marketing digital parce qu'anciennement, j'ai travaillé pendant 6 ans chez Vente Privée. Maintenant, ça s'appelle le VP en tant que responsable trade marketing Europe. Très simplement, comment tu définirais l'influence marketing? L'influence marketing, c'est l'ensemble des techniques qui permettent d'utiliser, entre guillemets, c'est un mot qui n'est pas sympa à utiliser, mais de passer, disons, par les influenceurs pour répandre son message de marque. Parce qu'aujourd'hui, les marques ont beaucoup de difficultés à cibler, surtout les jeunes, et donc ont besoin de passer par ce que moi j'appelle des décodeurs. C'est les personnes qui, justement, sont des influenceurs, qui arrivent à faire passer ce message, à réinterpréter l'ADN de la marque pour que ce soit compréhensible par leurs followers. De cette façon, les marques qui ne peuvent plus aujourd'hui communiquer très simplement par la publicité comme elles le faisaient auparavant, parce que les jeunes ne supportent pas la pub et du coup téléchargent des adblocks, et en plus, globalement, on n'aime pas être dérangé dans notre navigation par des publicités qu'on estime être dérangeantes, alors qu'en passant par les influenceurs, le contenu n'est plus publicitaire, mais c'est considéré comme un contenu éditorial, un contenu serviciel qui apporte de la valeur ajoutée aux followers qui, du coup, s'affectionnent et qui suivent les recommandations d'achat des influenceurs. Et du coup, est-ce que tu penses que l'influence marketing est ouvert à toute entreprise ou bien à certaines entreprises où ça ne sera pas adapté forcément? Alors, je pense que l'influence marketing peut s'adapter un peu à toute typologie d'entreprise. Maintenant, c'est vrai que globalement, c'est plus les entreprises de B2C, en tout cas, qui ont commencé, qui se sont un peu engouffrées dans la brèche et qui ont lancé un petit peu, qui sont affectionnés à ce type de communication. Maintenant, l'influence marketing peut être aussi adaptée, bien sûr, en passant par d'autres types d'influenceurs et d'autres réseaux, aussi au B2B, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a comme type d'influenceur selon toi? Alors, comme typologie d'influenceurs, on peut en trouver plusieurs, hein. Je pourrais même dire qu'on pourrait se représenter ça comme une pyramide. À la base, on va voir les nano et les micro-influenceurs. Donc, les nano-influenceurs, je dirais, c'est vraiment en dessous de 5000 followers sur l'un des réseaux sociaux. Les micros, je dirais, c'est à partir de 5000 jusqu'à 50 000 influenceurs. Après, on a vraiment la moyenne traîne qui est disons, là où il y a la majorité des influenceurs, et il y a aussi une énorme différence en termes de reach. Alors, le reach, c'est la taille de la communauté. À partir de 50 000, en fait, dès qu'on dépasse 50 000, jusqu'à en dessous d'1 million, on peut être dans cette classe du milieu. Et puis après, au-delà, on peut parler vraiment de la top tail, qu'on définit aussi comme des stars, au fait. Et à ce moment-là, on parle d'influenceurs qui sont au-dessus de 1 million de followers. Et du coup, quand une entreprise, par exemple, vient vous voir et qu'elle veut se lancer dans l'influence marketing, comment faites-vous pour choisir quelle typologie d'influenceurs sur lesquels s'orienter? Alors, c'est très simple, c'est vraiment en fonction de l'objectif ou des objectifs de la marque. Alors, il n'y a pas de catégorie qui soit plus ou moins bonne, c'est-à-dire qu'on peut activer n'importe quelle strate de la pyramide
Et les trois peuvent être les bonnes. Ça dépend vraiment de la stratégie, enfin de l'objectif de l'entreprise. Je vais te faire un exemple. Si par exemple, on a besoin d'ouvrir une nouvelle boutique et on a besoin de driver du monde dans cette nouvelle boutique, ça ne servira à rien de passer par les nanos et les micros, voire même le début de la middle tail, parce que malheureusement, ces gens-là n'auront pas assez de following, de followers pour déplacer les foules. Donc, à ce moment-là, on sera obligé de préconiser le passage par un influenceur de la top tail, donc qui soit à peu près 800 000, 1 million, 1 million 2, 3 millions. Après, ça dépend vraiment aussi je dirais, du secteur dans lequel la marque se trouve. Et à ce moment-là, ceux-là, ils vont être plus adaptés pour driver du monde et pour que les gens sortent de chez eux aussi pour faire ce qu'on appelle en influence marketing un meet-up, donc pour rencontrer cet influenceur. Par contre, si demain une marque arrive et qui me dit qu'elle a besoin de produire du contenu pour ses propres réseaux sociaux, elle a besoin donc d'un œil d'expert à chaque fois qu'elle passe par des professionnels comme des photographes, des mannequins et tout ça, ça lui coûte beaucoup d'argent et en plus, ça lui coûte de l'argent pour avoir finalement une vision qui est la vision de la marque, donc quelque chose auquel les gens sur les réseaux sociaux n'accrochent pas spécialement. Donc, pour avoir un œil neuf et un regard d'influenceur, donc quelque chose qui colle avec l'audience, à ce moment-là, on va passer plutôt par des influenceurs, mais c'est pour produire du contenu pour les réseaux de la marque, À ce moment-là, ça ne servira à rien de passer par des big influenceurs qui coûteraient très cher. On va plutôt passer par des nanos ou des micros qui, eux, ont justement ce regard frais, en même temps la capacité à utiliser les réseaux sociaux et on va plutôt les prendre par rapport à leur talent, c'est-à-dire qu'on va le prendre par rapport, par exemple, au fait qu'ils soient des graphistes ou que ce soit des vidéastes et on va les utiliser pour produire donc du contenu pour les réseaux sociaux des marques. D'accord. Mais du coup, quand tu parles de produire des contenus pour les réseaux sociaux des marques, c'est-à-dire que l'influenceur crée le contenu et il l'envoie à la marque pour que la marque la publie, c'est ça? Comment ça fonctionne? Exactement, ça fonctionne comme ça. Parfois même, il y a des influenceurs qui travaillent en marque blanche. Ça veut dire qu'on ne sait pas que c'est eux qui produisent les contenus. Ça dépend vraiment du contrat et de ce que la marque recherche. Alors que parfois, même si c'est des micros ou des nanos, la marque veut bien que l'influenceur republie, reposte sur ses propres réseaux sociaux. Mais globalement, oui, la marque donne un cahier des charges à l'influenceur. L'influenceur, tout comme si c'était un prestataire de service, va réaliser la prestation, donc des photos, des mini-vidéos, voilà, des vidéos YouTube. Et ensuite, elle va donner ça à la marque pour que la marque d'elle-même publie sur ses propres réseaux. Parfois, c'est possible aussi que l'influenceur publie aussi, mais ça c'est vraiment à voir sur chaque contrat entre la marque, l'influenceur et l'agence. L'influenceur décide aussi de publier en accord avec la marque sur ses propres réseaux sociaux. Coup, là, l'objectif est, enfin, l'avantage pour l'entreprise est double. Du coup, il y a le fait que ça soit moins cher que d'autres prestations. Et en plus de ça, il y a la connaissance client qu'a l'influenceur et que n'auraient pas d'autres entreprises, c'est ça? Exactement, parce que l'influenceur, lui, il sait comment parler à la cible de la marque. Par contre, pour que ça marche, c'est une condition sine qua non, c'est que la marque ait bien choisi son influenceur. Parce que si moi, je suis une marque de prêt-à-porter spécialisée dans la femme forte et j'ai choisi une influenceuse qui est ultra fine, qui est hyper calée mode, mais qui n'est fait que des hauls sur elle, des hauls, donc des essayages de produits, de l'ouverture de paquets et tout ça. Le problème, c'est qu'il est fort à parier que parmi les followers de cette fille, il y a beaucoup de filles très fines qui, du coup, s'identifient dans cette fille-là. Donc, si moi, je suis une marque de vêtements pour grande taille, le problème, c'est que si je passe par cette fille-là, peut-être qu'elle aura les bons codes pour parler aux jeunes, mais pas des bons codes pour parler aux femmes qui peut-être sont un peu plus fortes et qui aimeraient bien avoir une influenceuse qui parle de body positive et tout ça. Donc, il faut D'accord. bien choisir. Il faut bien choisir son influenceur au départ pour que ça colle. Encore une fois, quand on choisit un influenceur, on le choisit bien sûr pour sa ligne éditoriale et pour ce qu'elle représente, mais on le choisit par rapport à la correspondance entre ses followers et l'audience et les prospects et clients de la marque. Par rapport à ça, au fait de choisir l'influenceur, il y a deux questions qui me viennent. La première question, c'est par exemple, lorsqu'on veut choisir un influenceur, il faut d'abord qu'on soit bien clair sur notre objectif. Est-ce que quand on travaille en influence marketing, tous les objectifs sont possibles? Quand on parle d'objectifs, je veux dire, pardon, est-ce qu'on peut être sur de l'acquisition, de la conversion et de la fidélisation? Ou bien est-ce que c'est vraiment axé sur la conversion pour faire des ventes rapides et directes? Ça, c'est la première question.
Alors, je te dirais que n'importe quel objectif est atteignable avec l'influence marketing pourvu de connaître quelle est la strate qui correspond à l'objectif. Donc, c'est clair et net, et ça, je le dirais, ce n'est pas valable que pour l'influence marketing, mais pour n'importe quelle campagne de communication, que si la marque n'a pas clair ses objectifs, déjà, elle se lance une balle dans le pied depuis le départ. C'est-à-dire que tu peux pas mesurer, en fait, tu peux pas savoir si ton opération, ta campagne est marché, si déjà tu ne sais pas ce que tu veux atteindre. Donc, la première chose, c'est bien savoir, bien connaître l'un ou les objectifs de la marque. Et par rapport à ça, n'importe quel objectif peut être bon. La fidélisation, l'acquisition, l'influence marketing, je dirais même, au contraire, ce n'est pas à utiliser que si on veut une conversion en termes de CA immédiate. Ça, c'est même dangereux d'utiliser l'influence marketing dans ce sens. En tout cas, exclusivement dans ce sens. Tu trouves que c'est dangereux? Parce que justement, moi, je voyais beaucoup d'entreprises, surtout qui se lançaient dans le dropshipping, qui utilisaient les influenceurs pour essayer d'écouler un maximum de ventes rapidement. Toi, tu n'es pas d'accord avec cette stratégie-là? Je suis absolument d'accord avec stratégie s'il s'agit de marques de dropshipping. Les marques de dropshipping, c'est des marques chimères. En fait, c'est des marques, comment dire, éphémères. Non pas chimères, mais éphémères. C'est des marques éphémères parce que c'est des comètes. Tu vois, elles montent et puis après, bah, tu termines ton stock et globalement, l'entrepreneur qui est derrière tout ça va repérer un autre produit qui est un petit peu à la mode et va du coup se réapprovisionner peut-être dans un produit qui n'a rien à voir avec le premier. Donc là, c'est nickel parce que comme tu dis, ça permet d'écouler rapidement des stocks. Maintenant, si tu es une marque qui a pignon sur rue, une marque qui veut vivre pendant des années, une marque qui veut développer son image de marque, je déconseille de passer notamment par les gens de télé-réalité qui, eux, sont là justement pour faire vendre dans l'immédiat, mais qui ont sur le long terme vraiment comment te dire, ça va être délétère pour la marque et pour l'image de marque. Si tu veux protéger ton image de marque, déjà si tu en as une, chose qui n'est pas du tout le cas des marques de dropshipping, ils n'ont pas d'image de marque, ils s'en foutent, ils veulent juste écouler leur stock. Mais si tu as une image de marque, tu ne peux pas utiliser les influenceurs exclusivement pour leur capacité à écouler les stocks. C'est très dangereux pour toi. Pour revenir à la deuxième question, c'était par rapport justement au choix des influenceurs. Parce que depuis tout à l'heure, tu me dis qu'il faut, par exemple, regarder leur nombre d'abonnés, leur taille, nano, micro, etc. Mais du coup, vu qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux, sur quel réseau se baser? Par exemple, un influenceur peut avoir 10 000 followers sur Insta et en avoir 100 000 sur YouTube. Comment faire le tri, en fait, tout simplement? Alors, il y a deux choses à dire par rapport à ça. Déjà, il n'y a pas de follower, en fait, de reach, c'est-à-dire de taille de communauté qui est mieux qu'une autre. Tout dépend, encore une fois, de quel est l'objectif de ta marque et surtout de quelle est ta typologie de marque. Tu vois, si tu es une marque de vêtements, forcément, tu es dans l'image, donc tu vas te référer surtout à Instagram parce que probablement, tu voudras faire une campagne sur Instagram. Maintenant, si toi, en tant que marque, tu veux faire une campagne sur YouTube, à ce moment-là, forcément, tu vas la donnée qui va t'intéresser, la data qui va t'intéresser, c'est plutôt la taille de la communauté, de l'influenceur sur YouTube. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les influenceurs, ils ne marchent pas par silos. C'est-à-dire que eux, ils vont se dire, bah toi, tu vas acheter la totalité de la taille. Quand tu passes par un influenceur, il va pas te faire un prix parce qu'imaginons que sur Instagram il est 100 000 followers et sur YouTube il en est 5 000. Il va pas te dire, bah voilà, tu vas payer pour 5 000. Non, 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 tu vas payer pour 5 000. Tu vas payer pour la totalité du reach, en fait. D'où l'intérêt pour toi de choisir un influenceur qui a le maximum d'abonnés sur les réseaux qui t'intéressent. Sinon, tu payes pour rien. Oui, il faudrait vraiment, faut être aligné avec l'objectif et la stratégie qu'on a déjà bien établie auparavant. Exactement. Et là, tu touches un point important. C'est-à-dire que souvent, les marques pensent que faire de l'influence marketing, c'est faire du placement produit. Donc, dans ce sens, ils ne connaissent pas toutes les subtilités qui sont derrière ça. Or, comment dire, le placement produit, c'est vraiment l'une des possibilités de l'influence marketing qui peut être jumelée ou pas avec des dizaines d'autres techniques et d'autres stratégies. Et c'est là où justement le fait de passer par une agence a toute sa valeur parce que l'influenceur, lui, il a tout intérêt à faire la chose la plus simple possible pour être payé et quelque part faire le moins de travail possible. Et toi, en tant que marque, bah, tu as intérêt au contraire que le truc puisse vraiment atteindre ton résultat. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très
très, très attention, sauf si tu travailles avec un influenceur chevronné qui, lui, voilà, maintenant, il a fait un peu le tour, ça fait des années qu'il fait ça, et il va être force de proposition. Il y en a qui sont comme ça, hein, il y en a qui sont des vrais créateurs de contenu hyper forts et balèzes et force de proposition, mais globalement, notamment si tu vas vers les plus jeunes, eux, ils vont te proposer du placement produit, voire c'est même la marque qui, ne passant pas par une agence, va proposer ça. Et du coup, on va un peu tourner en rond et ça va pas être une campagne très originale. Donc, d'où l'intérêt vraiment de passer par des intermédiaires qui connaissent toutes les ficelles de l'influence marketing. Est-ce que tu as pu remarquer des erreurs fréquentes de la part des marques qui se lancent dans l'influence ou bien c'est assez varié? Alors oui, bien sûr, il y a des marques qui se plantent dans le sens où la première erreur qu'elles peuvent faire, c'est par exemple choisir un influenceur qu'en fonction de la taille de la communauté, donc de leur reach. Ils pensent qu'ils vont, en choisissant une top tail, donc quelqu'un qui a plus d'1 million de followers, ils vont forcément réussir à atteindre leur cible. Donc, ils payent la blinde, ils passent par des gens très connus et ils se plantent en beauté parce que peut-être leur audience ou même leur ADN de marque ne correspondait pas vraiment à cette nénette alors qu'ils l'ont payé très cher parce que justement, la fille était très connue. C'est le cas, par exemple, de la marque Clarins qui, il y a quelques années, était passée par l'influenceuse beauté très connue qui s'appelle Sananas. Et à l'époque, elle était déjà à peu près 1 million de followers. Maintenant, elle est presque à 3 millions de followers, mais elle était déjà très chère. Et ça, Clarins, c'est une marque qui va mettre en valeur et en exergue plutôt un maquillage naturel et une belle peau, alors que Sananas, elle est plutôt suivie par des beauty junkies, donc les gens qui adorent le maquillage un peu à l'américaine, avec des tons très soutenus et un maquillage qui se voit. Donc, quand ils ont choisi Sana pour faire leur campagne, ils ont un peu dénaturé Sana parce qu'on la reconnaissait à peine sur la publicité qu'ils ont fait en passant par elle, parce que forcément, elle était presque démaquillée. En tout cas, elle ne paraissait pas comme elle paraît sur ses propres réseaux sociaux. Du coup, là, il y avait un double problème. D'un côté, c'est que peut-être dans les followers de Sana, il n'y avait pas énormément de gens susceptibles d'aimer la marque. Alors, ça à voir, hein, peut-être, on ne sait pas. Il faudrait voir, analyser davantage la cible, en fait, les followers de Sana. Et surtout, ça c'est évident, Sana ne correspondait pas en tant qu'image de marque à la marque Clarins. Il n'y avait pas un croisement d'ADN. Et donc, forcément, et eux, ils ont essayé de transformer Sana en femme Clarins, alors qu'elle, elle n'était pas du tout, en tout cas, côté maquillage, peut-être côté soin, mais côté maquillage, elle n'était pas du tout femme Clarins. Donc, ça faisait… et du coup, ça n'a pas marché. Ils n'ont pas eu des répercussions sur leur chiffre d'affaires comme ils auraient souhaité, alors qu'ils ont payé la blinde. Généralement, quand ils payent justement la blinde comme ça, et c'est quoi le package qui est compris dedans? Il n'y a jamais une obligation de résultat. Si tu veux, le package, c'est à chaque fois, c'est une négociation entre la marque et l'influenceur ou la marque, l'agence et l'influenceur. Donc, concrètement, il n'y a pas de package. Il n'y a pas, tu vois, tu t'engages à me procurer 50 000 ventes. Non, jamais de la vie. Donc, je ne connais pas exactement les tenants aboutissants, mais ce que je sais, c'est qu'ils ont payé cher parce que j'ai des sources qui m'ont dit ça. Ils ont payé très cher pour cette collaboration. À l'époque, ils avaient fait, je crois, une vidéo, mais ça n'a pas du tout marché. C'est-à-dire que eux, les exécutives chez Clarins étaient très déçus des résultats. Après, je n'étais pas dans le contrat, donc je ne sais pas te dire quelle était la typologie du montant qu'ils ont payé. Par contre, ça, c'est certain, Sana ne se serait jamais engagé sur un montant à procurer à la marque. Ni Sana, d'ailleurs, ni n'importe quel autre influenceur. Généralement, c'est un engagement sur un moyen d'atteindre un objectif, mais jamais sur l'objectif en tant que tel. Exactement, sauf si tu fais du marketing à la performance. Et là, c'est dans le contrat, c'est écrit que l'influenceur n'est payé que s'il ramène des personnes, des acheteurs, ou carrément, il est payé comme un peu un pourcentage du chiffre d'affaires généré. Donc, il n'est pas payé pour produire du contenu, il n'est payé que à la com. Mais ça, c'est très dangereux parce que ça transforme les influenceurs en hommes et femmes sandwich. L'audience s'en aperçoit, s'en lasse, laisse tomber l'influenceur qui, du coup, n'est plus influenceur de rien du tout. Et la marque, forcément, elle va passer pour une marque un peu vendue. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe avec le dropshipping. En fait, c'est pour ça que je disais c'est très dangereux de passer par ce genre d'influenceurs qui font du marketing à la performance. Parce que du coup, forcément, si tu vois que tout le monde parle de ta marque, mais au final, les gens qui parlent de ta marque, c'est des gens
publications qui n'ont rien à voir avec la choucroute, ni avec ta marque même, et ça fait vraiment affiche publicitaire. Tu sens le message publicitaire, du coup, la marque, elle passe pour quelqu'un d'envahissante. Et quelque part, si l'influenceur, si le follower se rend compte que derrière ça, il y a vraiment de la pub, mais vraiment de la pub comme un panneau publicitaire, va se lasser de l'influenceur et de la marque. Tu as une préférence en termes de format pour éviter toutes ces erreurs-là? Comment tu fonctionnes, toi, généralement? Bah, c'est du conseil, au fait. Donc, le conseil, par définition, c'est du sur-mesure. Donc, avant tout, là, dans la méthodologie, il faut écouter le besoin de la marque. Il faut déjà essayer de driver le besoin parce que parfois, la marque, elle n'arrive pas à l'exprimer. Elle est très floue. Elle me parle de notoriété et après, derrière, il y a un rajeunissement de la cible, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, il faut vraiment bien cibler le besoin. Une fois que le besoin est ciblé, bah, on décroche, en fait, on va déterminer quels sont les objectifs de la marque. On va déterminer quelle est la cible de la marque, on va déterminer un budget et en fonction de tous ces éléments, on pourra constituer une stratégie d'influence marketing ad hoc qui correspond justement à 100% à la marque pour qu'elle atteigne ses résultats et elle soit satisfaite. Et du coup, après, en termes de contenu, de création de contenu, tu t'en occupes ou tu préfères laisser libre cours à l'influenceur qui connaît bien ses followers, sa communauté, pour que lui puisse avoir une publication, un contenu adapté? Alors, en termes de contenu, c'est-à-dire de réseau social et de choses plus ou moins de stratégie, ça, c'est établi par l'agence. Bien sûr, après, on demande l'avis de l'influenceur. Mais si tu veux, si le nom de la campagne, par exemple, le contenu de la campagne est défini, le concept, en fait, le concept de la campagne est défini par l'agence. Par contre, après, dans la réalisation pratico-pratique, pour bien faire, il faut bien choisir l'influenceur au départ et ensuite le laisser libre de produire comme il veut. Parce que autrement, si on ne fait pas ça, bah, on va le brider et à partir du moment où l'influenceur est bridé, il va transformer son message en message publicitaire. Comme je disais tout à l'heure, ça va être refusé par son audience. Donc, la marque, elle va dépenser de l'argent pour rien. Et après, en termes de temps d'engagement, c'est généralement quand on travaille dans l'influence marketing avec des influenceurs, on travaille pour combien de temps? C'est des choses par mission, par action, ou bien c'est des choses vraiment plus longues sur 1 an, 2 ans, 3 ans? Quelles sont les habitudes là-dessus? Alors, ça aussi, ça dépend énormément du type de contrat. Les deux sont possibles. Tu peux faire des opérations en one shot ou tu peux faire des opérations, ce qu'on appelle always on. C'est-à-dire qu'on va prendre un pool d'influenceurs. On va essayer de travailler toujours avec les mêmes, sauf s'ils nous déçoivent énormément sur une campagne. À ce moment-là, on en sortira un et on en rentrera un autre. Mais l'idée, c'est quand même de travailler sur le long terme. Les deux sont possibles. Tout dépend de quel est l'engagement de la marque, le budget de la marque, les objectifs de la marque. D'accord, oui, c'est au cas par cas toujours. C'est toujours au cas par cas. À partir du moment où tu parles du mot conseil, c'est toujours au cas par cas. Une agence qui te dirait qu'elle applique à 200, en fait, tout le temps un clone la même stratégie, c'est pas une agence en fait. Je veux dire, c'est des arnaqueurs. On peut pas toujours appliquer la même strat et se dire que ça marche tout le temps à tous les coups. C'est vraiment en fonction du client et du besoin du client. Justement, il y a une question qui vient tout de suite. Qu'est-ce qui fait que justement une personne va se dire je vais me retourner plus vers une agence plutôt que de le faire moi-même? Par exemple, quelqu'un qui a sa boutique, qui a tout qui fonctionne bien, qui s'y connaît un peu en marketing, en digital en règle générale. Qu'est-ce qui va faire qu'il va s'orienter vers l'agence ou il va le faire tout seul? C'est quoi la différence? Bah alors, je pense que la différence déjà, c'est toujours les mêmes. Hein. Est-ce que tu as d'argent? Oui, non. Est-ce que tu as le temps? Oui, non. C'est-à-dire que si tu as beaucoup de temps, bah vas-y, tu peux y aller tout seul, si tu connais un petit peu les stratégies d'influence marketing, mais ça va être très chronophage parce qu'il faut déjà contacter les influenceurs, rédiger les contrats, faire attention que dans les contrats, il y a tout bien écrit, c'est-à-dire aussi la négociation des droits, est-ce que je vais faire de la publicité ou pas avec la production de l'influenceur, est-ce que je vais utiliser les contenus pour mes propres réseaux. Ensuite aussi, il faut tout simplement avoir la capacité de ressources humaines, tu vois, pour contacter. Après, par exemple, si tu veux organiser une soirée de lancement, tu dois contacter 50, 60, 100 influenceurs, mais ça, c'est ce que tu veux qu'ils viennent. Donc, ce qui veut dire que tes appels, c'est pas 50, 60 ou 100, c'est peut-être 200 ou 300. Donc, si tu as le temps, vas-y. En fait, un temps tout seul, tu vois, et pareil pour l'argent. C'est-à-dire que plus tu as d'argent, plus tu peux te donner la possibilité de déléguer
parce que forcément, ton intermédiaire, il ne faut pas se voiler la face, tu vas le payer. Mais ça n'empêche que ça va t'apporter un service et du coup, toi, tu peux te concentrer peut-être sur tes gros clients pour l'organisation de la soirée, sur le contenu, sur le choix du thème. Bref, toujours côté marketing, mais stratégie de ta marque plutôt que perdre du temps à faire du phoning ou à gérer des mails. Mais encore une fois, ça dépend énormément quel est ton argent, quel est ton objectif et quel est le temps que tu peux mettre. Globalement, souvent, les startups, elles préfèrent le faire elles-mêmes parce que le ticket d'entrée, par exemple, chez Rich, était à 10 000 euros. Donc, globalement, c'est peut-être le budget global influence marketing, 10 000 euros pour une startup, tu vois, au départ, au lancement. Donc, c'est pour ça qu'on décide de le faire parce qu'on n'a pas d'argent. Mais à partir du moment où tu as de l'argent, moi, je n'hésiterai pas 2 secondes, quoi. Sauf si tu as une énorme boîte et que tu as les ressources. Ça veut dire que tu as carrément un département qui, lui, peut gérer ça parce que tu as carrément un département qui n'est pas juste un département social media, mais qui a vraiment quelqu'un qui est dédié à l'influence marketing. Donc, des chefs de projet qui peuvent gérer ça, des gens qui te conçoivent la campagne, etc. Alors là, oui, tu peux reprendre les rênes, mais c'est parce que tu es staffé pour ça. Mais si tu n'es pas staffé pour ça, c'est très dangereux. En général, c'est les boîtes qui n'ont pas d'argent qui font ça. D'accord, oui, si t'es pas staffé pour ça, on va te dire que l'agent, justement, c'est le prix de la tranquillité, on va dire. C'est carrément le prix de la réussite, en fait. Parce que c'est pas l'agent, mais l'agence. Parce que c'est une différence. Hein. L'agence, c'est la personne qui fait les intérêts de l'influenceur. C'est comme l'agent pour les gens du spectacle. C'est quelqu'un qui trouve les contrats, qui trouve, par exemple, les films, et ensuite, il est payé par rapport 10% de ce qu'il va rapporter comme affaire à l'influenceur. Donc, en fait, à l'artiste ou à l'influenceur. Donc, ça, c'est l'agent. L'agence, elle, globalement, elle est plutôt du côté marque. Elle est là pour protéger la marque, justement. Donc, c'est toute la différence. D'accord, bah du coup, là, tu viens d'évoquer un très bon point. Là, on a parlé du côté du client, de l'entreprise. Après, de l'autre côté, du côté influenceur, justement, c'est fréquent qu'il y ait des agents qui regroupent les influenceurs ou bien il y en a quand même beaucoup qui sont en indépendant, qui travaillent eux-mêmes? Tu veux dire des agents qui gèrent plusieurs influenceurs, c'est C'est ça? ça, c'est ça. Mais agents, pas agence, Oui, agents. agent. Ça arrive. En tout cas, moi, en Italie, j'avais côtoyé une fille qui gérait quelques influenceurs, mais c'est vraiment des influenceurs qui se comptent sur les doigts d'une main parce que du coup, un agent se doit de travailler à 100% pour son client. Donc, si elle en a plus que 3, 4, elle n'arrivera pas, tu vois. Alors qu'une agence, elle peut avoir des milliers d'influenceurs qui sont inscrits peut-être sur une base et il les met en relation justement avec la marque en fonction du besoin de sa marque. Ok. L'agent doit vraiment faire l'intérêt de l'influenceur. Donc, il a tout intérêt à travailler avec peu de gens. Par contre, l'agence, elle peut gérer beaucoup d'influenceurs parce qu'elle, par contre, c'est le client, c'est surtout sa marque. Donc, elle doit soigner les intérêts de sa marque. Donc, plus elle a accès à un panel large d'influenceurs, plus elle pourra vraiment répondre de façon chirurgicale aux besoins de la marque. Alors que si l'agence était aussi agent, à ce moment-là, elle aurait un panel beaucoup plus restreint et serait un peu jugée partie. Parce que forcément, si elle a un client, elle voudra aider, tout simplement, elle voudra pousser l'un de ses influenceurs qui peut-être ne correspondent pas aux besoins de la marque. Tu comprends? D'accord, et je vois tout à fait. Bah, du coup, par exemple, si on prend le cas de Rich, si on travaille avec Rich, Rich a accès à plusieurs influenceurs et il proposera le plus adapté à l'entreprise. Exactement, parce que Rich, de toute façon, il en a tellement dans sa base qu'il n'a pas à s'embêter à proposer 3 chats, tu vois. Il peut proposer autant d'influenceurs qui conviennent à la marque, tu vois. Et surtout, quand on est sur une plateforme comme ça en tant qu'influenceur, on n'a pas de contrat d'exclusivité. Donc, en tant qu'influenceur, tu peux travailler avec autant d'agences que tu veux. Sauf quand tu es vraiment signé, tu vois. Par exemple, dans les MCN, les multi-channel network, globalement, pas tout le temps, mais globalement, les influenceurs signent un contrat. Donc, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas travailler avec une autre agence. Mais sinon, par exemple, les gens qui sont chez Rich, les influenceurs, peuvent travailler avec toutes les agences du monde. Il n'y a aucun problème. Bah, du coup, là, je viens de penser à autre chose qui est problématique des fois à gérer pour ceux qui se lancent dans l'influence. C'est surtout sur la tarification. Parce qu'une personne qui se lance, par exemple, admettons, moi, je me lance aujourd'hui, je ne sais pas forcément jusqu'où je peux monter pour le tarif d'un influenceur. Je sais bien sûr que d'un influenceur à l'autre, ça peut varier, mais est-ce qu'il y a des barrières? Est-ce qu'il y a des plafonds? Par exemple, est-ce que pour un nano, c'est par exemple, je dis n'importe quoi, 500 € le poste? Ou bien est-ce que non, c'est vraiment
tout est vraiment cas par cas toujours. Alors non, il y a quand même des barèmes. Alors c'est pas des barèmes, c'est plutôt, dis-toi que les barèmes sont issus du marché. Donc tu as plutôt des agences. Rich le fait en interne, mais sinon la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, il y avait eu aussi une autre agence, je me rappelle plus le nom, qui a publié sur LinkedIn justement son barème quelque part, qui n'était pas un barème, c'est plutôt une constatation, un constat par rapport à ce qui se fait sur le marché et qui du coup avait sorti des fourchettes qui pourraient donner un ordre d'idée à la marque. Mais c'est des fourchettes. Elles sont de plus en plus vraies, plus tu restes dans le bas de la pyramide, donc nano, micro, etc. Là, tu vas avoir une classification qui est assez simple, une tarification assez linéaire. Par contre, plus tu montes, plus tu vas vers les stars, plus c'est comme si tu me disais, si je passe par, je sais pas, Claudia Schiffer, non pas Claudia Schiffer, mais je sais pas comment on peut dire ça, on devait retrouver 2 noms d'actrices, tu vois, qui sont connues. Du coup, est-ce que entre ces 2 actrices-là, je suis en train de me faire carotte, tu vois? Ouais. Ça dépend. Peut-être elles sont toutes les deux, je sais pas, Julia Roberts et Scarlett Johansson. Est-ce qu'il y en a une plus chère que l'autre déjà? Et est-ce que c'est justifié? Oui, non. Tu vois, c'est vraiment au cliché, c'est vraiment à la tête du client. Et c'est la même chose pour les influenceurs stars. C'est vraiment à la tête du client. D'accord. Chaque influenceur star décide de lui-même quelle est sa tarification. Et généralement, quand par exemple on paye une tarification, je dis n'importe quoi, je paye 1 000 euros, c'est déjà prédéfini ou c'est à moi de dire, par exemple, dans les 1 000 euros, je veux que tu me mettes 5 posts là, 3 stories là. Comment c'est décidé ça justement? C'est en même temps de la tarification au moment du contrat, c'est ça? Alors, ça, c'est tout au contrat. Il n'y a rien du tout qui est dans la tarification. C'est pour ce soir. Qui est pour la. Il n'y a rien qui est décidé d'emblée, mais vraiment rien. Il n'y a rien qui est contractualisé. Tu vois, il n'y a pas d'usage comme ça dans la profession où tu te dis globalement, si tu es, je dis n'importe quoi, tu es un micro-influenceur à 70 000, à ce moment, non, 50 000, à ce moment-là, je vais te payer 1 000 euros et dans les 1 000 euros, obligatoirement, il y a dedans ces prestations-là. Ça n'existe pas. Ça s'établit au cas par cas parce que de toute façon, ça n'aurait pas de sens de faire ça compte tenu du fait que à chaque fois, on peut adapter le réseau social. Donc, tu vois, ça n'aurait pas de sens de dire que tu dois publier un post alors que peut-être la marque, elle n'est même pas intéressée par le fait que tu ailles sur Instagram. Peut-être ce qu'elle veut, c'est plutôt une vidéo YouTube. Tu vois, donc, ou elle veut juste que tu viennes à la soirée ou en faisant des stories, mais elle n'en a rien à faire que tu fasses un post parce qu'elle sait très bien que pendant la soirée, la lumière, elle va pas être très jolie et tu vas pas prendre des super jolies photos. Tu vois, ça dépend énormément c'est au cas par cas. Tout ça, c'est vraiment au cas par cas. Du coup, en parlant de plateforme, est-ce que tu conseillerais aux marques de se lancer directement dans une nouvelle plateforme qui viennent d'arriver, comme TikTok par exemple, ou plus d'abord de s'assurer de bien s'implanter dans les plateformes déjà bien établies comme Instagram, etc. Et après, mettre une stratégie annexe sur TikTok et les nouveaux? Comment tu... Alors, déjà, ça dépend énormément de qui est ta cible. Tu vois, si tu as les seniors, tu vas pas aller sur TikTok, tout simplement parce qu'il y a des seniors, mais c'est vraiment un épiphénomène. Il y en a trois, quoi. Je veux dire, c'est pas là où, en ce moment, il y a la majorité des seniors. Donc, je te dirais, ça dépend énormément de ta cible. Donc, TikTok, je dis que c'est hyper génial pour les marques, si toutefois la cible de TikTok correspond à ta cible à toi. Sinon, tu vas pas. Et après, si par exemple, toi, tu vises les jeunes qui ont moins de 25 ans, donc TikTok, ça pourrait être canon. À ce moment-là, je te dis, si, encore une fois, tu analyses quels sont comment te dire, tes moyens financiers et humains, et tu te dis, est-ce que j'ai les gens qui puissent produire pour moi des TikTok souvent? Est-ce que j'ai l'argent pour déléguer qu'une agence fasse pour moi mes TikTok de marque? Et si tu réponds oui à ça, tu le fais. Sinon, tu te lances pas. Si ta ressource humaine, c'est le stagiaire qui doit s'occuper de tous tes réseaux sociaux, y compris de l'influence, y compris de la production de contenu, tu évites. Parce que TikTok, c'est très chronophage. Par contre, si tu as les ressources ou tu as l'argent, tu y vas. Et si tu as surtout la cible, en fait, ta cible correspond à l'audience de TikTok, tu y vas parce que sur TikTok, aujourd'hui, il y a des énormes possibilités. L'algorithme est super favorable et c'est très facile d'augmenter rapidement un nombre de followers et de créer une affection avec tes followers parce que c'est un réseau très marrant. Mais faut-il encore que ton ADN de marque corresponde à l'ADN de TikTok, qui est dans la production un peu brute de décoffrage, tu vois, ça serait, voilà, c'est ce que je peux préconiser aux marques aujourd'hui par rapport à TikTok. Ça marche. Du coup, on a bien parlé aujourd'hui. Pour conclure cet épisode-là, est-ce que tu as des outils
justement, qui peuvent aider les marques à mieux appréhender l'influence marketing? Alors, des outils, c'est plutôt des plateformes. Alors après, ça dépend. Si c'est des marques qui n'ont vraiment pas d'argent pour le moment, ils peuvent passer par Social Blade ou Hype Auditor, qui permet déjà, en mettant le nom de l'influenceur, de vérifier son audience, vérifier déjà s'il y a des fakes, vérifier où est-ce que les followers de cet influenceur sont installés, parce que ça ne servirait strictement à rien de passer par un influenceur. Si nous sommes une start-up française, de passer par un influenceur qui a 80% de son audience au Brésil, même si elle est super mignonne, fraîche et ça correspond à notre audience, bah, malheureusement, la majorité de son audience à elle, elle n'est pas dans notre zone de chalandise. Donc, ça servirait à rien. Donc, ces outils-là, déjà, sont bien. Après, forcément, il faut payer un abonnement. Hein. C'est pas des outils… le premier truc, disons, c'est des outils en freemium. Donc, au départ, c'est gratuit. Mais dès qu'on veut un peu creuser sur la démo et tout, il faut payer. Mais je conseillerais de passer par cela. Autrement, si l'entreprise, elle est staffée pour gérer l'influence marketing, elle pourrait passer par Tracker, par exemple, pour justement dénicher les influenceurs qui correspondent au mieux avec son ADN à elle. Par contre, après, elle est staffée. Donc, ça veut dire que c'est la marque même qui va contacter les influenceurs. Tracker ne s'occupera pas de ça. Et si elle n'est pas staffée, bah, il faudra plutôt qu'elle passe par des agences. Donc, je vais un peu… être, comment te dire, sans surprise, mais je vais conseiller de passer par Rich. C'est normal, c'est normal. Alors, j'y travaille plus, hein, mais je trouve que c'est une bonne agence. D'accord, ça marche. Bah, du coup, admettons, si une personne voudrait te contacter ou parler tout simplement d'influence marketing avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Alors, sur les réseaux, tu peux taper Aurora Davolibet, Aurora Davoli détaché Betz, Betz. C'est voilà, c'est mon profil LinkedIn et tu me contactes ou les gens peuvent me contacter. Feel free to contact me au travers des messages sur LinkedIn et je vais globalement je réponds à tout le monde. Voilà, donc déjà sur LinkedIn et puis après là je suis en train de lancer une autre activité en parallèle qui est plutôt liée au girl boss, donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, l'entrepreneuriat au féminin et la puissance de la femme, l'empowerment au féminin. Et donc j'ai lancé ma chaîne YouTube, donc je demande à tout le monde d'aller jeter un œil sur Aurora Girl Boss, donc voilà, sur YouTube, de s'abonner et ensuite d'aller jeter un œil aussi à l'Instagram, parce que pareil, je suis joignable en DM par rapport à l'Instagram, Aurora conseil en image, parce que donc c'est Aurora conseil image. Voilà. Et là, au fait, c'est pourquoi? Parce que justement, c'est un peu la branche que je souhaiterais développer du côté girl boss. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que le vêtement pouvait être une arme stratégique pour la femme, qu'elle soit en entreprise ou entrepreneuse. Et donc, j'aimerais bien pouvoir… en fait, je conseille aujourd'hui des femmes qui veulent réussir dans leur vie professionnelle et aussi dans leur vie personnelle en utilisant leur style comme moyen de réussite. Ah oui, c'est des très beaux projets que tu lances là déjà. Exactement. Là, je suis en plein lancement. Là, j'ai mes pages de vente qui vont être bientôt prêtes. Je pense que dans maximum 15 jours, il y aura un webinar que j'organiserai où d'ailleurs, j'invite toute l'audience féminine à venir s'inscrire. Il y aura bien sûr plus d'infos sur YouTube bientôt et aussi sur mon Instagram. Je vais aussi en parler sur LinkedIn et l'idée, c'est justement de pouvoir parler, être en face, en fait, vraiment pas one-to-one parce que ça va être un groupe, mais moi, je vais faire donc un webinaire. Je vais pouvoir répondre aux questions de vrais girl boss qui seraient intéressés par connaître déjà comment faire pour s'affirmer davantage, monter un charisme, ne plus se faire mettre les pieds dessus en entreprise, se faire respecter. Et ça passe aussi par une attitude, ça passe aussi par un style et ça passe aussi par le bon vêtement. D'accord. Bah, du coup, Aurora, je te remercie pour cet épisode. Je pense que tout le monde en connaît un peu mieux l'influence marketing. Et j'espère pour toi que beaucoup de personnes vont découvrir Girl Boss. Ok, bon, bah super beaucoup, super. Merci beaucoup, je voulais dire. J'en perds mes mots et merci beaucoup. Et ciao, ciao. Ouais. Bye, bye. J'espère que l'épisode du jour vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un avis dans la partie avis d'Apple Podcast. Cela nous permet d'être plus visibles sur les plateformes. Et si vous ne voulez pas manquer les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner également. On publie un épisode chaque lundi.
avec un invité mystère et un épisode chaque mercredi où l'on discute de succès marketing. Alors, je vous dis à très bientôt.